Passion libraire, aujourd'hui un club de lecture sur et avec les libraires, fidèles, soutiens et compagnons de route depuis le début de cette aventure du tout premier book club de France Culture. Avec nous aujourd'hui, l'écrivaine Sarah Soquet qui présente dans un livre publié chez Glénat les 1000 livres qui lui ont donné envie de lire ou qui donnent envie de lire parce que le livre est au présent, des recommandations de lecture dont on va reparler. Bonjour à vous Sarah Soquet. Bonjour. À nos côtés également Jean-Marie Yozanne, fondateur de la librairie Folie d'encre à Montreuil, qui a fait des petits depuis et de la maison d'édition éponyme dont vous restez responsable. Bonjour. Bonjour. Combien d'années de librairie pour vous? Ouf. En tout cas, elle a ouvert en 81, donc une quarantaine. Et vous avez rendu votre carte quand? Il y a 3 ans maintenant, mais j'y retourne régulièrement. Bon. Combien de Folies d'encre en Seine-Saint-Denis aujourd'hui? 8. C'est beaucoup d'enfants quand même, hein? Oui, mais quitte à faire des enfants de librairie, hein, je m'entends là-dessus. Mais l'aîné, c'est Montreuil. À mes côtés, bien sûr, Sébastien Thème. Bonjour Sébastien. Bonjour. Avec vous aujourd'hui. Écoute, on entendra, oui, des libraires et des lecteurs partout en France, Nice, Tours, Lille, voilà, dans la France entière. On va faire le tour de l'Hexagone ensemble pour parler de ces librairies qui comptent pour nous. Enfin, on est ensemble aujourd'hui pour parler de cette passion libraire et librairie avec le journal La Croix et Nathalie Lacube qui a choisi de mettre l'accent dans ses pages sur le regain de vocation depuis la pandémie. Une nouvelle génération se lance et croit plus que jamais au super pouvoir du livre et aux vertus de la lecture. Bonjour Nathalie. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. Qui sont ces nouveaux passeurs ? Et ces nouveaux passeurs ont des horizons extrêmement divers. Et moi, c'est ça qui m'a intéressée en tant que journaliste culture généraliste, puisque ce sont des gens qui vont changer de vie pour être libraires et qui décident de le faire, pas sur un coup de tête, mais de façon au contraire très argumentée et avec à la fois la tête dans les étoiles, ou en tout cas dans les livres, mais aussi toute la solidité qu'il faut pour que le métier fonctionne et que le livre, la passion du livre puisse passer jusque dans les mains de beaucoup de lecteurs. Et c'est ça qui est fascinant, c'est la démarche rationnelle en fait derrière la passion, la vraie passion. Et alors pour un papier qui sera publié le 27 et le 28, il y a une date pour les abonnés et une autre pour ceux qui achètent La Croix en kiosque, vous avez enquêté ou en tout cas rencontré des jeunes libraires ou des professionnels en reconversion qui se lancent dans la librairie, dans une école, celle de la librairie de Maison Alfort dans le Val-de-Marne, des profils très différents. Oui, ce qui était impressionnant dans cette promotion de libraire, moi au départ je voulais suivre la formation pour apprendre le métier comme un libraire. Et l'école de la librairie propose en effet à des gens très différents de devenir libraire avec tous les atouts pour bien réussir. Et donc là, ce qui était fascinant, c'est que cette promotion de libraire, c'est 16 personnes venues de toute la France avec des profils incroyables. C'est-à-dire il y avait un ingénieur sanitaire, il y avait un ingénieur qualité, il y avait des gens qui venaient du marketing, de la pub, des assurances, de grandes entreprises automobiles, de développeurs web. Ils avaient vraiment une seule passion en commun, c'était le livre. Et ça, c'était extraordinaire puisque la variété était importante. Les gens ont de 28 à 53 ans, donc on peut devenir libraire vraiment le jour où la passion se réveille et on décide qu'on va le faire. Et ce qui était intéressant, c'est de voir des gens très professionnels changer de vie et apprendre à changer de vie efficacement. Jean-Marie Yozanne, vous avez travaillé, vous avez appris sur le tas ou vous avez appris dans une école? Ça existait peut-être pas cette forcément. École, je la connais bien et j'en étais le président pendant plusieurs années. Donc, et de plus, pendant assez longtemps, elle a été à Montreuil, donc bien évidemment, c'était pour moi un passage obligé. Non, moi j'ai appris, on peut dire, sur le tas. Mais j'étais tellement nul que j'ai failli faire faillite plusieurs fois, jusqu'un jour, un jeune garçon est arrivé et il voulait faire un stage. Et lui, il était dans cette école de formation qui s'appelait, avec un autre nom à l'époque, peu importe. Et au bout de 2 jours, très gentiment et avec beaucoup de délicatesse, il m'a dit... tu es nul, tu devrais aller te former. Et donc, je suis allé à 3 jours de formation qui ont changé ma vie. C'est vrai. Changé ma vie de libraire. Alors, vous nous direz tout à l'heure
Quels sont les conseils que vous donnez aujourd'hui à ceux qui se lancent en librairie et ceux que vous avez reçus peut-être pendant ces 3 jours, puisqu'ils ils ont l'air précieux, ces conseils, et ils ont l'air de vous avoir beaucoup porté et servi. Parmi les membres de notre club de lecture sur Instagram, beaucoup de libraires, Sébastien Thème, des jeunes reconvertis ou des patentés, toujours passionnés en tout cas. Absolument, et on va écouter Marjolaine qui elle aussi a décidé de changer de voie et de se reconvertir pour ouvrir une librairie près de Pau. Son projet est en pleine construction et elle nous parle justement de sa reconversion. Je suis actuellement en train d'ouvrir la librairie chez Gustave à Morlas, une petite ville située entre Pau et Tarbes. L'ouverture est prévue en mars de cette année. J'ai toujours dit qu'un jour j'allais ouvrir une librairie, mais je pensais que c'était un rêve un peu lointain et un peu fou. J'ai pendant 6 ans été chargée de projets en agence de communication et en agence web, en France puis au Canada, jusqu'au jour où j'ai pris du recul par rapport à ma vie professionnelle et je me suis rendu compte que je faisais des sites internet à la chaîne, que l'humain ne comptait pas, que je m'ennuyais et surtout que je ne me voyais pas faire ça pendant encore 5 ou 10 ans. Du coup, je suis rentrée en France et je me suis lancée. Ouvrir la librairie chez Gustave, c'est partager une passion avec des lecteurs ou non. C'est redonner une place au commerce de proximité à une époque où le commerce en ligne prend une place hyper importante. C'est être mon propre patron et c'est surtout remettre l'humain et les échanges au centre. Jean-Marie Ozanne, c'est un pari fou d'ouvrir une librairie aujourd'hui, en 2023 ? Je crois fondamentalement que c'est plus facile en 2023 que dans les années 80. Déjà, l'image de la librairie et du libraire a été complètement bouleversée. Dans les années 80, avec la FNAC qui faisait moins 20% et avec toute la publicité qu'elle déversait, eh bien, effectivement, l'image du libraire, c'était le petit commerçant arriviste qui faisait payer plus cher que les autres. Enfin, il y avait cette ambiance. Le tournant, c'est à peu près dans les années 2000 que ça a changé. Aussi pour une autre raison. Et c'est que on va dire jusqu'aux années 2000, la demande était supérieure à l'offre. Ça veut dire qu'il y avait plus de clients que de livres proposés. Et on peut dire que c'est à partir des années 2000 à peu près, où cela s'est inversé. Ça, c'est un phénomène d'édition en revanche. Oui, mais ça n'empêche que ça change tout dans la librairie. C'est d'un seul coup, le libraire, c'est pas simplement un vendeur de livres, c'est un créateur d'assortiment. Et ça lui a donné une image qu'il n'avait pas auparavant. Et dernier point, maintenant, il y a des aides qui n'existaient pas du tout dans les années 80. Donc on ne prend pas de risques. On prend moins de risques. Quel conseil alors vous donneriez à ces apprentis libraires, dont Marjolaine qu'on vient d'écouter ? Je voudrais quand même juste, avant de donner un conseil, rappeler quelque chose. C'est formidable qu'il y ait des gens de l'extérieur qui rentrent dans le métier. Ça souligne une vraie problématique. Ça veut dire qu'un libraire, un salarié de librairie, eh bien généralement, il a beaucoup de mal à créer ou à reprendre une librairie au vu des salaires très faibles qu'il y a. Et ne pas oublier que la remise du libraire, avec cet argent qu'il récupère, c'est avec ça qu'il paye les salaires. Or, la remise, elle reste quand même un peu faible. Et du coup, les salaires restent un peu faibles. Ça a évolué, mais ça reste encore un peu faible. Ce qui veut dire qu'en interne, on a du mal, la librairie a du mal à se régénérer en interne. C'est formidable, néanmoins, qu'il y ait de l'extérieur, qu'il y ait du sang neuf, si je puis dire. Le premier conseil, c'est ne jamais oublier que la librairie, c'est un métier avec une très forte régulation économique. C'est l'exception culturelle française, c'est la loi langue. Et ne pas oublier ces obligations de la loi langue. Il y a 2 aspects fondamentaux pour le libraire. Il a 2 jambes. Il a une jambe qui va lui servir à avancer dans la direction de la création, de la production des livres, de tout ce qui se passe au service des livres. Et puis une seconde jambe qui, c'est l'obligation par exemple de la commande à l'unité qui est au service des gens, du public. Vous allez dans une librairie, vous ne trouvez pas le livre, vous pouvez le commander. Et le libraire a l'obligation de passer la commande. L'obligation.
Et c'est très important. Mais ça veut dire que le libraire, il faut qu'il aime autant les livres que les gens. Et c'est ça le conseil essentiel. Aimer autant les livres que les gens. Sinon, il ne les voit pas revenir. Alors, Sarah Soquet, vous êtes vous professeure de lettres, autrice, on va y revenir. Vous avez réalisé cette sélection de pas mal de livres, ça n'a pas dû être évident, mais vous n'avez en tout cas pas choisi de vous en fixer 10, mais 1000, histoire de vous laisser quand même le choix. Juste un mot sur les librairies et les libraires. Quelle place dans votre vie de lectrice? Est-ce que vous êtes une grande habituée de ces lieux-là? Est-ce que c'est aussi là que vous avez forgé votre univers littéraire? Alors, je suis une grande habituée des librairies et là où j'étais très touchée par les propos, c'est que donc je suis devenue enseignante et autrice, mais j'ai un moment pensé à être libraire, ça s'est pas fait. Et petite fille, ado, jeune femme, chaque semaine dans le magazine Elle, je lisais la chronique d'un libraire, Isabelle Delecquel à Toulouse et puis d'autres gens. Et ces gens-là, c'est pas apparu tout de suite, peut-être dans les années 2000 peut-être, et j'ai vu effectivement ce changement de regard sur la librairie. Et j'ai toujours aimé les livres ont toujours eu une place importante pour moi. Je dois mon parcours de lectrice à la librairie L'Arbre à Lettres, par exemple rue Boulard à Paris. Aujourd'hui, je fréquente la librairie Livre et Parlotte, qui est une formidable librairie tout près d'ici rue de la Tour. Mais je suis très attachée à la librairie. Pendant des années, je n'ai pas nécessairement envisagé ce métier et j'ai senti à un moment ce changement de regard. Et comment on tombe dans le chaudron ou dans la marmite de la librairie? C'est-à-dire que vous avez eu vous-même des passeurs, vos parents, vos grands-parents qui vous ont amené en librairie? J'ai eu des grands-parents et des parents qui m'ont emmenée en librairie. La librairie était juste à côté de l'école, donc j'y allais très facilement. Je me rappelle quand j'étais ado, je rêvais que mes parents m'ouvrent un compte à la librairie L'Arbre à Lettres. Et puis j'ai des grands-parents qui m'achetaient des livres en littérature jeunesse chez Chantelivre, qui est un formidable catalogue rue de Sèvres, ou à la librairie L'Île aux Images à Angoulême. Et je crois en la librairie comme espace de prescription, de conseil, notamment quand on n'est pas soi-même lecteur. Sébastien Thème, on va requitter un peu Paris, ne pas rester à Angoulême, mais continuer surtout avec vous à arpenter les routes de France. Ouais, voilà la rencontre de libraires. On part à Lille. Non, là, pas un libraire, justement, au contraire. Un client, c'est David, habitué de la librairie Meurat de Lilia Haït Mengele. On l'écoute. La librairie Meurat à Lille a changé ma vie d'une façon assez simple au fond. Je crois que la libraire Lilia Haït Mengele m'a appris à arpenter une librairie. Et je crois que la façon avec laquelle on s'empare en tant que client, en tant que lecteur d'une librairie, en dit long après sur la façon dont on s'insère dans l'existence. J'en veux pour preuve que aujourd'hui, grâce à cette libraire, je rentre dans une librairie et je ne sais absolument pas ce que j'y cherche en fait. Je ne sais pas. Je furete, je regarde, je slalome entre les rayons. Et puis, je sors des livres dont j'ignorais totalement l'existence et dont elle connaît le sujet, le propos. Et c'est là que je fais des découvertes. C'est certainement pas en sachant à l'avance ce que je veux y trouver et qui m'aura été prescrit de l'extérieur. Voilà, David qui est un peu essoufflé, peut-être il arpente trop les. Alors, est-ce que c'est l'émotion de parler de ces librairies qui lui tiennent à cœur ou de s'enregistrer pour en témoigner? C'est peut-être les deux. C'est pas oui, facile. Hein. En tout cas, il essaie de voir la vie comme dans une librairie, curieux avant tout, avide de découvertes. Quel genre de découvertes on fait dans une librairie, Sarah Soquet? Des livres. Des livres sans lesquels on serait passé à côté. Moi, j'ai découvert par exemple Stoner. Formidable, traduit par Anna Gavalda, qu'un libraire m'a recommandé. J'ai découvert Le Petit Saint de Simenon, où tout le monde me parlait de Pierre Lemaître. Moi, j'ai découvert 3 jours et une vie, qui est devenu un de mes livres de chevet. Donc souvent, le libraire va pouvoir conseiller des livres auxquels on ne pense pas toujours, qui ne vont pas être en tête de gondole. Et moi, je crois à la prescription fine et précise. Mais on est aussi happé aussi peut-être par un livre qu'on voit... qui est sur la table, ça aussi, ça passe aussi par ça Ça passe par ça, quand on aime lire comme moi, et comme le disait juste avant la personne interviewée, il y a le côté, on cherche à fureter, on cherche, le côté quête d'un trésor est importante. Donc je crois beaucoup à ça. Je viens pas en librairie à titre personnel forcément pour la tête de gondole.
Vous les voyez, vous, vos clients, vos lecteurs aussi, hein, Jean-Marie Ozanne, entrant dans votre librairie. Vous les avez vus pendant 40 ans. Est-ce qu'il y a différentes manières d'entrer ou d'arpenter, pour reprendre la jolie expression de David, notre auditeur, d'arpenter une librairie? Oui, bien sûr. Je me souviens d'un journaliste qui était venu pour interviewer des clients à propos de la rentrée littéraire. Et c'était bien évidemment au mois de septembre. Et il regardait les gens, et dès que les gens s'approchaient d'un livre qui était vraiment dans la rentrée, il y allait. Puis, un moment, il y a un môme qui rentre. Et ce môme, il vient et il demande un livre de prescription scolaire. Et je vais voir le journaliste et je lui dis, lui aussi, là, il vient chercher sa rentrée littéraire. Et c'est ça la librairie, c'est cette multiplicité de désirs qu'il peut y avoir ou d'obligations. Et c'est là où il y a toujours des frémissements. Ce qui est formidable dans la librairie, c'est qu'on rencontre plein de gens différents. Nathalie Lacube. Oui, moi ce que je tenais à dire, c'est que quand j'ai suivi cette formation Devenir libraire, avec Marjolaine d'ailleurs qu'on a entendu tout à l'heure, c'était la promo du second degré, les libraires du second degré, parce qu'ils avaient beaucoup d'humour et beaucoup de distance. Et on a eu toute une série d'exercices pratiques sur comment on accueille le client, parce que ce qui n'est pas toujours évident, c'est que les libraires font parfois un peu peur. C'est-à-dire qu'on a eu toute une batterie d'outils pour que le libraire ne soit pas une personnalité intimidante, un télo, le libraire qui proposera le concours et les prix littéraires, et qui risque, en effet, il peut y avoir même des clients qui se sentent gênés, nous a-t-on expliqué, de demander un Musso en disant « Oh là là, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Moi, je lis de la grande littérature et là, je viens chercher un petit polar ou un petit bouquin sentimental ou un Musso. » Un livre de Guillaume Musso. Ouais. Voilà, on a tout de Guillaume Musso, absolument. On a toute une batterie d'outils et moi, c'était inattendu pour moi de se dire « Ah oui, le libraire, c'est cette haute figure d'un télo, comme finalement le journaliste aussi. » Il ne faut pas avoir honte de son goût, en tout cas. Qui fait peur, voilà, qui fait peur. Et donc, finalement, dans l'anonymat de la FNAC ou même d'un point de vente en grande surface, on va pouvoir prendre le livre facile, Et au libraire, on va aller lui demander de grandes œuvres. Et donc ça, vraiment, les formateurs ont insisté en disant, si vous voulez être de bons libraires, faites en sorte de ne jamais faire peur, de ne jamais intimider votre client. Sinon, il sera soit tout essoufflé, comme notre ami tout à l'heure, soit il prendra la fuite en se disant, ah là là, je préfère glisser ça dans mon panier de supermarché ou l'acheter en 3 clics. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et en fait, je ne m'étais pas aperçue à quel point la figure du libraire pouvait prendre une aura terrifiante comme celle d'un grand écrivain, par exemple. Sarah Socquet, c'est peut-être la même chose pour vous, parce que dans cette sélection de 1000 livres, est-ce que vous auriez osé mettre un Guillaume Musso, puisque c'est Il y en a plusieurs de Guillaume Musso. Si vous avez aimé, ou est-ce qu'il n'y a que la grande littérature qui a le droit de figurer dans vos choix? Pas du tout, il y a à la fois de la grande littérature, mais aussi de la littérature populaire, avec des livres pour tous les âges, tous les niveaux, tous les lecteurs et tous les moments. Et je crois beaucoup au fait qu'un livre facile ou accessible peut amener au plaisir de lire, à la grande littérature. Et je sais qu'un cœur simple peut mener à Madame Bovary, que Résurrection de Tolstoï va mener à La guerre et la paix. Et on peut lire de tout, et j'en suis la première convaincue. Voilà, et on sait tous aussi que ces catégories, étiquettes de grande littérature ou de littérature populaire ne veulent plus dire grand-chose aujourd'hui. Jean-Marie Ozanne. Oui, je voulais juste rebondir. C'est ça que je voulais dire en disant que il fallait aimer les gens. Aimer les gens, c'est déjà les respecter. Et c'est donc essayer de sentir ça. Et donc, je me souviens au début... quand j'ai ouvert la librairie, il y a une dame qui est rentrée et qui m'a demandé, je venais juste d'ouvrir, je crois que c'était la 2e clientèle, elle m'a demandé un livre sur la ménopause. Très objectivement, d'abord, je ne connaissais quand même pas grand-chose sur la ménopause, mais c'est vrai que je n'avais pas ouvert la librairie pour vendre des livres sur la ménopause, ce n'était pas mon sujet. Je la remercierai jamais assez, cette dame. C'est elle qui m'a fait prendre conscience que être libraire, c'est encore une fois être au service des livres, mais des gens aussi, des personnes. Un commerce de proximité, en fait. Oui,
Oui, à une époque, dans les années 80, où on n'y croyait plus beaucoup au commerce de proximité. C'est l'époque où tout le monde se moquait des Monoprix, puisque c'était les seuls qui restaient en centre-ville. Maintenant, on voit bien à quel point ça a changé, et toutes les grandes enseignes reviennent en proximité. Mais la librairie, elle est au cœur de ce process. Vous savez, il y a un gros problème aux États-Unis pour la librairie indépendante. Elle est excessivement faible. Il y a moins de librairies indépendantes sur l'ensemble du territoire américain qu'en France. Donc ça permet de situer. Mais par contre, toute leur action, c'est local. Voilà, il faut être en proximité. Et ça en France aussi, c'est essentiel. Il faut être en empathie. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris, parce que moi, j'étais intriguée par la question des clients qui liraient les bouquins dans la librairie. Et donc, j'aurais dit, et quand vous voyez quelqu'un qui s'est emparé d'un bouquin, ou un môme qui a pris un manga et on sent qu'il va le lire jusqu'au bout, puis le remettre quand Est-ce que vous le faites payer tout de suite? Quand il l'aura bien corné, vous faites quoi? Vous gérez comment? Et en fait, l'école de la librairie nous répond, le plus difficile, c'est de les faire entrer. Une fois qu'ils sont entrés, débrouillez-vous, mais ne les faites pas fuir trop vite, parce que c'est vraiment la question de l'empathie autour du livre, du genre, on va partager notre amour des livres, on va vraiment vous conseiller celui-là, parce qu'il est important pour nous, celui-là qui a changé ma vie ou qui peut changer la vôtre. Il faut donc il y a un canapé. Cette empathie, elle est... Voilà. Il y a un canapé il faut dans le secteur jeunesse et les mômes s'assoient. Physiquement présente, oui. Sarah Soquet, allez-y, si vous vouliez ajouter quelque chose. Sinon... Oui, ce qui est intéressant, c'est que l'univers de la librairie... cosy, douillet, c'est un topos littéraire et fictionnel. Il y a beaucoup de livres autour de le plaisir de la librairie qu'on crée, qu'on monte. Et le libraire, c'est un personnage littéraire en soi. C'est un fantasme, la librairie. Voilà, il y a un vrai fantasme de construire une librairie idéale. Génial. Alors, je ne sais pas si Lilia Haït Mengele, elle a fait une librairie idéale. En tout cas, elle nous parle de sa librairie. C'est Murat à Lille. Un métier, comme elle le répète, libraire, un métier en résistance. Un libraire, c'est un commerçant d'un genre un peu particulier. C'est quelqu'un qui est au service de ses clients. Mais c'est aussi, peut-être surtout, quelqu'un qui a l'opportunité d'attiser la curiosité des gens, en mettant sur leurs yeux les livres qu'ils ne cherchent pas. Je crois aux vertus du hasard et je conçois mon métier comme celui permettant la rencontre fortuite entre un livre et son lecteur. C'est dans cette hypothèse qu'on peut dire qu'un libraire est un passeur. Sinon, on n'est que des manutentionnaires. Et le fait d'être un passeur, ça n'est possible qu'à deux conditions. Qu'en amont, la chaîne du livre nous laisse travailler comme nous le souhaitons, loin de l'uniformisation, loin du flux, loin de la massification qu'on nous impose en réalité de façon insensible. Et la deuxième condition, c'est qu'en aval, on ne soit pas empêché de présenter nos choix ou menacé en raison de nos sélections ou de notre façon de travailler. Jean-Marie Ozanne, libraire, c'est un engagement à tous les sens du terme ? Le métier de libraire, c'est un véritable engagement, ça c'est sûr et certain. Déjà, c'est un métier de commerce, donc avec tous les aléas du commerce. Commerce le moins rentable de tous les commerces de France. Donc, le Covid en était un d'aléa, par exemple ? C'était un gros aléa, oui, mais pas le seul. L'inflation est un sacré aléa aussi, par exemple. Donc, et puis, il faut lire. Et vous lisez quand ? Vous lisez pas dans la librairie, ou très peu. Donc c'est un peu, je veux pas dire un sacerdoce, ou ce serait un sacerdoce doré, si ça peut exister, mais c'est un métier de passion. Ça, c'est sûr et certain. Et alors la libraire qu'on entendait à l'instant de la librairie Murat à Lille, c'est aussi elle qui a donné le goût de la librairie et de la lecteur à David, qui était un peu essoufflé, qu'on entendait tout à l'heure. Jean-Marie Ozanne, est-ce que l'histoire du livre, elle rejoint celle des librairies ? Oui. Alors, déjà, ne pas oublier qu'au 19e, jusqu'au 19e, on peut dire jusqu'à la fin du 19e, il n'y a pas de différence entre l'édition et la librairie.
Donc, c'est le même creuset. Après, il va y avoir la division du travail et il va y avoir deux représentations différentes, ça va être deux mondes différents. Puis après, il y a eu la diffusion-distribution, c'est-à-dire les intermédiaires entre l'édition et la librairie. Donc, on voit bien comment petit à petit s'est construit l'ensemble de la chaîne du livre. Et on dit bien la chaîne du livre. Et la solidité d'une chaîne, c'est la solidité du maillon le plus faible. Et c'est vrai que le maillon le plus faible, c'est la librairie indépendante. Pendant longtemps, les éditeurs ont cru que finalement, c'était pas très grave que la librairie indépendante soit le maillon le plus faible, puisque il y avait d'autres circuits de vente très forts, très puissants, c'était la Fnac, les Hyper, les Super, etc. Sauf que la place de la librairie indépendante s'est renforcée, et notamment s'est renforcée pour tous les aspects de livres de curiosité, on va dire, pour reprendre l'expression du jeune homme tout à l'heure. On furette et on découvre un livre et puis il va y avoir un conseil, il va y avoir des animations, il va y avoir... Donc, et d'un seul coup, la librairie redevient dans la chaîne un maillon fondamental, même s'il reste encore très faible. Nathalie Lacube, est-ce qu'il y a quand même aussi des peurs, des difficultés qui ont été mises en avant par cette nouvelle génération de libraires ? Alors, sur la nouvelle génération, il y a eu plusieurs choses, mais la principale, ça a été les conséquences du Covid quand même sur l'histoire récente, à savoir que le livre a été déclaré bien essentiel. Par rapport à tous les autres biens culturels, c'était à peu près le seul qui restait disponible, même pendant les confinements. Et ça avait créé une espèce d'élan au sens où les Français ont redécouvert la lecture, souvent leur libraire, parce que le click and collect leur permettait d'avoir des livres quand ils n'avaient rien d'autre. Et le click and collect, ça a vraiment changé la donne, et ça a vraiment donné à comprendre que le métier avait beaucoup d'avenir, beaucoup de possibilités, surtout dans la librairie indépendante, parce que là, en effet, c'était du service à la demande. On voulait relire La Peste de Camus, on pouvait la voir demain ou après-demain chez soi. Et sur les peurs, il y a la question de la rentabilité. Parce que clairement, 1 à 2% de marge pour un commerce de détail, c'est très faible. Donc les libraires ont souvent peur de fermer, de faire faillite. Donc c'est vrai que ça, c'est quand même une question qui revient importante, parce que le livre qui a été si fort il y a 1 an connaît désormais des ventes un peu plus décevantes, descend un peu, d'autant que d'autres pratiques culturelles reprennent le dessus. 13h18 sur France Culture avec nos invités Nathalie Lacube, journaliste à La Croix, avec Sarah Soquet qui est professeure de lettres, autrice, blogueuse, influenceuse à sa manière, et on le voit dans ce livre, les 1000 livres qui donnent envie de lire, avec cette envie de prescrire, de partager ses goûts de lecture et ses plaisirs, cette expérience qui est quand même si singulière. Et avec le libraire, éditeur, fondateur de Folie d'encre à Montreuil, Jean-Marie Ozanne, il est 13h18 sur France Culture. Libraire, un métier pas facile, Sébastien Thème. On va écouter l'aventure singulière d'une librairie à Marseille. À Nice, oui. Libraire, un sacerdoce, et peut-être plus Anouk et Maud de la librairie des Parleuses à Nice, dont les vitrines de la librairie ont été recouvertes de draps noirs le 9 décembre dernier, lors du passage du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, des vitrines sur lesquelles étaient collés les messages suivants: qui sème l'impunité récolte la colère, violeur on vous voit, victime on vous croit, au-dessus d'une pile d'exemplaires du livre d'Hélène Devinck, Impunité. J'ai demandé à Maud, qui tient cette enseigne, si le métier de libraire était un métier dangereux. Pour répondre à votre question, est-ce que le métier de libraire est un métier dangereux ? Nous avons ouvert une vieille édition du dictionnaire des synonymes qui nous sert bien plus que ce qu'on aurait pensé. Par exemple, nous ne pouvons pas affirmer que le métier de libraire est un métier extrême, ni un métier à risque. Ce que nous risquons de plus extrême, c'est probablement celui de nous bloquer le dos à force de porter et déplacer des cartons, ou bien de lire un roman qui nous déçoit beaucoup. En revanche, ce que nous avions déjà, mais que nous avons éprouvé directement lors du passage du ministre de l'Intérieur à côté de notre librairie, c'est que le métier de libraire est un métier sensible et que les livres sont redoutables. Les livres et les collages que nous avions mis dans notre vitrine étaient à ce point dangereux que des draps noirs sont venus les recouvrir et des membres des forces de l'ordre postés devant eux.
Alors, ce que nous demandons, c'est plutôt quel ordre menaçons-nous, quel pouvoir est à ce point effrayé par les mots. En 2023, quel danger représentent les livres, les auteuristes, les éditeuristes et les libraires qui donnent à lire des voix dissidentes. Jean-Marie Ozanne, est-ce qu'une expérience de ce genre vous est déjà arrivée à Folie d'encre, par exemple? Oui. Oui, tout à fait. Au début, dans les premières années, une vitrine que j'avais faite a un peu scandalisé des gens du Front National et la vitrine a été brisée. Et puis, je me souviens d'amis qui avaient des librairies, des librairies qui ont brûlé. Il y a eu, enfin, bon, oui, c'est un métier ça n'est pas un métier à risque, mais ça peut arriver quand même. Sarah Soquet, c'est vrai que dans toute l'histoire du livre, on le voit, il y a des livres dangereux, pas simplement parce qu'ils incarnent, mais aussi par leur contenu, qui ont pu être condamnés, qui ont pu être brûlés, et puis qui ont pu aussi faire peur, simplement, à ceux qui les éditaient et ceux qui les lisaient. Oui, on peut penser à Voltaire, qui est un premier exemple. On peut penser aussi à Manon Lescaut, et que ce soit en littérature classique ou récente, contemporaine, on voit l'actualité immédiate. Mais même en repartant un peu en arrière avec, par exemple, Lolita. Oui, le livre a une dimension politique, et comme le libraire a une fonction politique, aller en librairie en soi est un acte politique, comme choisir et mettre en avant certains livres est aussi un acte politique. Et on voit aujourd'hui, Nathalie le disait tout à l'heure, que de plus en plus de librairies se positionnent très clairement avec des lignes éditoriales claires, assumées, défendues. Et ça, c'est formidable. Allez, on écoute un dernier témoignage d'une abonnée du Book Club de France Culture. Tout à fait, Claudia de la librairie strasbourgeoise La Parenthèse. Claudia qui se voit un peu comme un médecin de l'âme. Je suis Claudia, libraire dans un quartier qui est comme un petit village. Ça fait 10 ans que les personnes qui entrent chez moi me racontent leur histoire. Je les écoute et je leur fais une petite ordonnance. Alors, un livre de bien-être, un livre de voyage, un livre d'amour. Quoi de meilleur qu'un livre pour repartir avec une idée différente, avec un moral différent? Quoi de plus simple que d'installer dans un fauteuil et de voyager, et d'aimer, et de pleurer, et de rire. Avec un livre, tout ça est bien facile. Et je suis contente tous les jours de les revoir et de leur faire une nouvelle ordonnance. Alors, si un libraire prescrit des livres, quel serait le traitement le plus efficace, Jean-Marie Ozanne, Sarah Soquet, Nathalie Lacube? Il n'y a pas qu'un seul traitement. Là, c'est comme si vous demandiez un médicament. Un traitement. Il ne faudrait pas proposer le Doliprane ces temps-ci. Donc, non, c'est justement ce qui est formidable. C'est le fait de pouvoir choisir dans une multitude. C'est vrai que nous disons parfois, nous parlons parfois de la surproduction. C'est quand même des propos de gens qui sont dans le luxe, ça. Et on a cette c'est chance. comme avec les médicaments, ça c'est vrai en tout cas. Hein. Il y a surproduction et surconsommation aussi. Et donc là, c'est quand même quelque chose de formidable que tous les jours de pouvoir proposer. Le truc génial dans la librairie, c'est que tous les jours, lorsqu'on ouvre un carton, on peut découvrir un livre qui va nous bouleverser ou bouleverser quelqu'un d'autre. Donc on est dans cette aventure de la création. Et ça, c'est quand même toujours excitant. Alors c'est vrai que comme disait, on peut se taper un lumbago à force de porter les cartons. Mais il y a des moments magiques comme ça, merveilleux. Bon. Moi, je me souviens, lorsque j'ai découvert le premier livre de Claude Ponty, lorsque d'ailleurs moi-même, lorsque j'ai découvert un auteur comme Maurice Sendak, ça a pour moi été une révélation, etc. On passe systématiquement comme ça. C'est difficile de choisir, hein, parce qu'il y a beaucoup de livres qui font du bien à l'âme. Sarah Soquet, un mot quand même aussi des bibliothèques, parce qu'on a parlé des librairies, mais les bibliothèques sont quand même à la fois, là aussi, les alliés. Tout à fait. Moi, je vais énormément en bibliothèque. Je conseille à mes élèves, à mon entourage d'aller en bibliothèque. Et en plus, la bibliothèque est vraiment prescriptrice à sa manière aussi, c'est-à-dire qu'on peut lire énormément de livres.
Et après, les acheter en librairie, il s'agit toujours d'un arbitrage. Quand on va en librairie, la bibliothèque aide aussi à faire cet arbitrage. J'y crois beaucoup. Merci beaucoup à vous, Sarah Soquet. Les 1000 livres qui donnent envie de lire, apparus chez Glénat. Merci 1000 fois à vous, Jean-Marie Ozanne, d'être venu nous parler de votre expérience et de votre vie de libraire. Et merci à vous, Nathalie Lacube, pour cette très belle idée. Passion libraire, votre article, ces rencontres que vous avez pu faire paraîtra à la fin du mois dans les colonnes de La Croix autour de cette génération d'hommes et de femmes qui se lancent en librairie. France Culture, il est 13h25. Et tout de suite, c'est les quadritèmes de Charles Dantzig, 4e volet. Je suis le mot nègre. Je suis le mot jadis honni. Je suis le mot actuellement défendu avec irritation. Je suis le mot qui provoque des sursauts. Je ne suis pas un mot calme, comme mes frères Vinaigre ou Constitution. Je sers malgré moi à des combats douteux. Je suis présenté comme menacé, alors que je ne suis plus considéré comme menaçant. Je sers d'épouvantail aux uns, de sabre aux autres, utilisé par les malhonnêtes pour raconter autre chose que ce que je dis. Je naquis du latin niger. Si on peut raisonner à l'envers, je signifiais le noir. En plus de ce sens positif, j'en avais un métaphorique. L'heure noire était celle de la mort, une âme noire était malveillante. Cela vient du fait que les gens qui établissent le lexique sont toujours les majoritaires. Et comme la plupart des gens vivent le jour, ils se méfient de la nuit, qui est noire. Et comme nous étions à Rome, dont la population est très majoritairement blanche, pensez à demander à un paléologue spécialisé dans les langues des pays noirs quelle y était la valeur métaphorique du mot blanc. Pour le français classique et moderne, j'ai été examiné par Littré, qui a déterminé que j'étais, en tant que substantif, je cite, « le nom qu'on donne en général aux habitants noirs de l'Afrique, complété d'un deuxième sens, celui d'esclaves noirs, je cite encore. » Quand certains prétendent que nègre était neutre, c'est donc très inexact. Les Blancs savent très bien la part au minimum condescendante dont ils m'ont chargé. Dans les années 60, devenus définitivement injurieux, puisqu'aussi bien les Blancs qui n'étaient pas racistes disaient « noirs », j'ai été capté par les dits noirs qui se sont fièrement qualifiés de nègres afin de désamorcer l'injure. Une fois devenu positif, je pensais bien prendre ma retraite, comme tous les mots qui, ayant perdu leur utilité, s'effacent. Primitif, par exemple, comme dans les arts primitifs. Voyez comment on l'a laissé partir sans drame. Cela n'a pas été possible pour moi à cause des racistes sournois, des blancs crispés, des conservateurs bornés, des ricaneurs qui sont les pires. Ils ont tenté de faire croire que de se passer de moi était une atteinte au bon sens, à la nature de la langue française et autres arguments spécieux. Le bon sens est l'objection que fait le conservatisme quand il refuse de réfléchir. Il n'y a pas de nature des langues, il y a leur vie. Moi, mot nègre, je ne trouverais pas stupide qu'on m'abandonne quand il s'agit de qualifier les écrivains qui écrivent pour un autre. Les mots se changent, comme les draps de lit. À la période où nous vivons et où les idéologues grincheux s'équipent de tout ce qu'ils peuvent trouver, la raison souffre. Voyez aujourd'hui ceux qui s'élèvent contre la décision du Scrabble d'ôter certains mots de son lexique. Nègre, laissez-nous nègre, et Tarlouse, car figurez-vous que Tarlouse s'y trouve. Ce que veulent ces gens en voulant me garder, c'est pouvoir conserver un vocable licitement odieux. Merci beaucoup, Charles Dantzig. Chronique à réécouter sur radiofrance.fr. Un grand merci à Oriane Delacroix qui a programmé cette émission avec Alexandre Alaïbegovic et Zora Vignier au numérique et à l'animation de notre comité de lecteurs sur France Culture. À la réalisation, François Richer avec Dali Yaha aujourd'hui à la technique. Demain, le book club des grands auteurs américains, Edith Wharton et Russell Banks avec Laurent Mauvignier et Julie Wolkenstein. Énorme merci à vous, Sébastien Thème. Merci beaucoup.